Merci beaucoup pour cette présentation. Par la même occasion, merci Christine et le CRMR de m'avoir invité à participer là, à cet événement de partage de sciences. Je trouve que c'est vraiment une belle plateforme pour partager nos sujets de recherche. Je vous remercie beaucoup de m'y avoir invité. Donc, comme l'a mentionné Christine, mon doctorat porte sur le carbone dans les sols forestiers du Québec. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on va parler carbone. Alors, brièvement, voici les choses dont je vais discuter aujourd'hui. Donc, on va d'abord revenir sur le cycle du carbone et le secteur forestier. Ensuite, on va voir comment ça fonctionne le carbone dans les sols et que tout le carbone du sol n'est pas pareil. Et enfin, je vais conclure en vous présentant brièvement mon projet de recherche en lien avec ce sujet. Alors, le carbone, c'est un élément chimique qui est très abondant naturellement dans l'environnement. Il s'agit en fait d'un élément constitutif de la vie sur Terre. Donc, tout ce qui est vivant sur cette planète est fait de carbone. Donc, par exemple, le corps humain contient environ 16 de carbone, le bois environ 50 et la matière organique dans les sols environ 60 Il existe donc différentes formes de carbone. Le carbone organique, le carbone inorganique et le carbone organométallique. Donc, plus précisément, on va parler du carbone organique, c'est-à-dire le carbone qui est fabriqué par un organisme vivant. Et j'ai probablement souvent mentionné le terme biomasse, mais la biomasse, c'est simplement la masse des êtres vivants. Alors, à l'échelle globale, il y a 5 grands pôles de carbone ou réservoirs de carbone, donc des systèmes qui accumulent du carbone. L'atmosphère, les océans, la biosphère, le sol et le pôle fossile. Donc, comme on sait aujourd'hui, les changements climatiques sont principalement dus à une trop grande quantité de carbone découlant des activités humaines dans notre atmosphère. Au cours des derniers siècles, les activités humaines ont fait en sorte qu'on a extrait du carbone du pôle fossile, on l'a brûlé pour produire de l'énergie et on l'a donc déplacé du pôle fossile vers l'atmosphère. Aussi, la façon dont on aménage nos terres, donc particulièrement avec l'agriculture industrielle, fait en sorte qu'on déplace encore plus de carbone à l'atmosphère. Mais le carbone a un cycle fermé. Ça signifie que si on réduit la quantité de carbone dans un de ces pôles-là, cette quantité va simplement aller se loger dans un autre pôle de carbone terrestre. Donc, le problème et la solution au changement climatique, c'est simplement une question d'équilibre entre ces réservoirs de carbone terrestres-là. Donc, pour lutter efficacement contre les changements climatiques, il faut élaborer des stratégies qui permettent à la fois de réduire les émissions de dioxyde de carbone, mais aussi d'augmenter ou de maintenir le stockage de carbone dans des puits naturels terrestres. Et le secteur forestier offre un potentiel énorme à cette fin. La bonne nouvelle, c'est que les forestiers ont un coffre à outils qui leur permet de lutter contre les changements climatiques. Un premier outil, c'est d'utiliser des produits qui sont faits en bois pour substituer d'autres matériaux qui produisent plus de gaz à effet de serre et donc réduire les émissions comme ça. Donc, par exemple, si on utilise les résidus des coupes forestières comme combustible pour produire de la bioénergie à la place des combustibles fossiles, ou encore en utilisant des matériaux qui sont faits en bois pour la construction à la place de matériaux qui sont plus émetteurs de gaz à effet de serre comme l'acier et le béton. Un deuxième outil, ça consiste à piéger le carbone de l'atmosphère dans des puits naturels terrestres, comme dans les produits du bois. Donc, ils vont stocker du carbone dans leur masse tout au long de leur cycle de vie utile, ou encore dans la végétation des forêts ou dans les sols forestiers qui peuvent stocker de très grandes quantités de carbone pendant de très longues périodes de temps. Mais pour lutter le plus efficacement possible contre les changements climatiques, il faut que les forestiers puissent utiliser tous les outils dans leur boîte à outils sans qu'ils se nuisent les uns les autres. Donc, par exemple, il faut s'assurer que le fait de récolter du bois n'affecte pas négativement la capacité des sols à accumuler et à protéger le carbone. Donc, le carbone, ce n'est pas notre ennemi, bien au contraire. C'est simplement que quand il y en a trop dans l'atmosphère, ça fait des dommages au climat de la planète. Mais quand il est emprisonné dans les sols forestiers, ça permet de réduire la concentration en carbone de l'atmosphère et améliorer la qualité et la fertilité des sols. Donc, une solution pour atténuer les changements climatiques se trouve littéralement sous nos pieds. Ce sont les sols. Mais pour comprendre comment on peut maintenir ou améliorer les stocks de carbone dans les sols forestiers, on doit comprendre d'abord comment le carbone entre dans les sols. Et tout commence avec la photosynthèse des plantes. Tout le carbone organique du sol dérive d'une façon ou d'une autre de la photosynthèse des plantes.
La photosynthèse, c'est le processus au cours duquel les plantes prennent des molécules de dioxyde de carbone de l'atmosphère, les brisent et les transforment en différents produits. Et un de ces produits, ce sont des glucides, donc une forme de sucre. Les plantes utilisent ces sucres pour construire leur propre biomasse, donc à savoir leurs tiges, leurs feuilles, leurs racines, mais elles en produisent plus qu'elles en ont besoin. Donc, ces sucres en trop-là vont être transportés à travers la tige de la plante jusqu'à ses racines. Et rendus aux racines, ces sucres en trop vont être libérés dans le sol de trois façons. Premièrement, lorsque les racines meurent, donc leur biomasse est déposée directement dans le sol. Ensuite, les racines font ce qu'on appelle de la rhizodéposition, c'est-à-dire qu'elles libèrent des substances organiques dans l'environnement immédiat des racines et ces substances-là sont riches en carbone. Donc, c'est une source de carbone également pour les sols. Et troisième façon que le carbone entre dans les sols, c'est en nourrissant les micro-organismes qui sont associés aux racines des plantes. Et dans les forêts du Québec, les principaux micro-organismes qu'on retrouve dans les sols, ce sont principalement donc des bactéries et des champignons. Et ces micro-organismes, ils sont vitaux pour avoir des sols en santé parce que la décomposition de la matière organique est principalement faite par les micro-organismes. Mais comment ça fonctionne? Donc, premièrement, les micro-organismes mangent les matières organiques comme les feuilles, le bois, les organismes morts et les transforment en des formes de nutriments que les plantes peuvent directement utiliser comme de l'azote, du phosphore ou du potassium et ils vont relâcher du dioxyde de carbone durant le processus. En d'autres mots, les micro-organismes transforment des formes complexes de matière organique en des formes simples qui sont directement assimilables par les plantes. Donc, si on résume, les plantes produisent du carbone pour elles-mêmes et pour les micro-organismes du sol, mais eux non plus n'ont pas besoin de toute cette quantité de carbone. Ils vont donc briser ces structures de carbone et en construire des nouvelles qui vont ensuite être déposées directement dans le sol. Donc, le carbone du sol est considéré comme étant un continuum de matière organique qui est traité en continu par les micro-organismes du sol. Donc, pour quelque chose qui semble pas beaucoup bouger, les sols sont en fait un système qui est extrêmement dynamique. Et la contribution des micro-organismes au carbone du sol est énorme. Il est estimé qu'un sol sain contient environ 6 à 7 milliards d'organismes vivants dans une cuillère à café. Et chacun d'eux est fait de carbone et a besoin de carbone. Les micro-organismes contribuent au carbone du sol en tant que source de carbone, donc par leur biomasse vivante, par leur biomasse lorsqu'ils meurent, donc leur biomasse morte qu'on appelle aussi la nécromasse, mais aussi avec les produits microbiens qu'ils génèrent, comme par exemple des enzymes ou des métabolites. Mais ils sont aussi responsables du traitement des formes de carbone dans le sol, comme on a vu précédemment. Alors, si on résume, les principales sources de carbone dans le sol sont les matières organiques qui sont déposées sur le sol, sous forme de litière, par exemple, comme les feuilles mortes, les organismes morts, le bois, etc. Les racines des plantes, les exudats racinaires, ce qu'on appelle aussi la rhizodéposition, donc toutes les substances que les racines sécrètent dans les sols, et enfin les organismes du sol. Et plusieurs études estiment que dans les forêts tempérées et boréales, donc les types de forêts qu'on retrouve au Québec, la majorité du carbone stocké dans les sols provient des racines des plantes et des micro-organismes du sol. Alors, on sait maintenant comment on met du carbone dans les sols. La quantité de carbone qu'on a dans les sols, c'est ce qu'on appelle les stocks de carbone. Les stocks de carbone dans les sols, ils dépendent de l'équilibre entre le taux d'ajout de carbone et le taux de perte de carbone. L'ajout de carbone se fait via les voies d'entrée que je vous ai mentionnées à la diapositive précédente, alors que le carbone se perd du sol via différents processus, comme la respiration des organismes du sol lors de la décomposition. Donc, ils réémettent du dioxyde de carbone vers l'atmosphère. Le carbone peut être perdu par l'estivage, par le transport des eaux souterraines ou encore lorsqu'il y a des feux de forêt. Lorsque la forêt brûle, là, il y a beaucoup de carbone qui est réémis à l'atmosphère. Donc, la quantité de carbone qu'on retrouve dans un sol, c'est le résultat très complexe de plusieurs voies d'entrée, de processus complexes et de vitesses différentes impliquées dans la décomposition et la stabilisation de la matière organique du sol. Donc, quand on n'observe pas de grands changements dans la quantité de carbone dans les sols, c'est souvent parce que les taux de gain et les taux de perte se sont quelque part équilibrés. Donc, je veux juste que vous gardiez à l'esprit que c'est un processus très dynamique qui se déroule à différentes échelles. Donc, premièrement, il y a des variations temporelles. Les sols sont extrêmement dynamiques, même s'ils ne subissent pas de perturbations ou d'aménagement.
Ensuite, il existe des variations spatiales. Donc, on peut trouver des différences importantes des stocks de carbone sur seulement quelques mètres de distance. À cause de tout ça, l'histoire du carbone sol, c'est avant tout une histoire locale. Donc, il est vraiment difficile de faire des généralisations à l'échelle de tous les sols forestiers. Et ça, bien, ça met en évidence l'importance d'avoir des connaissances locales afin d'améliorer les pratiques forestières en lien avec le stockage du carbone dans les sols. Aussi, il est important de noter qu'il est plus facile de perdre du carbone que d'en gagner. Conséquemment, la gestion du carbone du sol va souvent impliquer qu'on va essayer de limiter la vulnérabilité aux pertes de carbone des sols. Toutefois, tous ces efforts qui sont promus actuellement pour promouvoir le stockage du carbone dans les sols passent à côté d'un point clé. Tout le carbone du sol n'est pas pareil. Donc, pour mieux comprendre la distinction, on peut séparer la matière organique du sol en deux fractions. La matière organique particulière est généralement ce que vous pouvez voir. Il s'agit en fait de fragments organiques partiellement décomposés, comme de tout petits morceaux de feuilles, de racines partiellement décomposées. D'autre part, la matière organique associée aux minéraux forme des revêtements microscopiques autour des particules de sol. Donc, ça provient principalement des corps et des sous-produits des micro-organismes et de certains composés végétaux, dont les fameuses substances issues des racines des plantes. La matière organique associée aux minéraux consiste en une liaison chimique très forte entre une particule de sol et de la matière organique et il faut vraiment beaucoup d'énergie pour les dissocier. Autrement dit, c'est la façon dont la matière organique se protège pour ne pas être mangée par les micro-organismes du sol. Une des principales différences entre les deux, c'est que la matière organique associée aux minéraux est collée aux particules de sol. Elle a tendance donc à rester plus longtemps dans les sols. La matière organique particulière, en revanche, donc elle est librement disponible, de sorte qu'elle peut être mangée par le micro-organisme beaucoup plus rapidement. Donc, ça représente un vrai festin là, pour les micro-organismes du sol. Donc, on peut voir ces deux types de carbone comme un compte chèque et un compte épargne. La matière organique particulière, c'est comme votre compte chèque. Donc, vous y mettez de l'argent à chaque jour de paye, mais vous le dépensez assez rapidement pour couvrir les dépenses quotidiennes. Donc, vous en retirez à chaque fois que vous allez à l'épicerie, à la pharmacie, etc. La matière organique associée aux minéraux, c'est plutôt comme votre compte épargne. Donc, vous mettez généralement moins d'argent à chaque chèque de paie, mais vous ne dépensez pas cet argent aussi rapidement. Au contraire, vous essayez de protéger cet argent le plus possible. Donc, si on veut que le stockage du carbone dans les sols soit efficace dans la lutte contre les changements climatiques, on a besoin que ce carbone reste dans le sol pendant une très longue période de temps. Et pour ce faire, donc, on doit comprendre comment on peut renflouer le compte épargne des sols forestiers avec nos pratiques de foresterie. Et c'est exactement sur quoi je travaille avec mon projet de doctorat. Donc, ce graphique montre la quantité de carbone qui est stockée dans la végétation, qui est illustrée par la taille des arbres, et les stocks de carbone qu'on retrouve dans les sols selon les types de forêts. Donc, comme vous pouvez voir, différents types de forêts stockent différentes quantités de carbone et une grande partie de cette variation, c'est lié au climat qu'on retrouve dans un endroit en particulier du monde. Par exemple, donc à gauche du graphique, dans les forêts tropicales humides, on trouve beaucoup de carbone stocké dans les arbres et dans la végétation, alors que si on se déplace à droite du graphique, dans les forêts boréales humides, on retrouve peu de carbone dans la végétation, donc on a un tout petit sapin, mais on a énormément de carbone qui se trouve dans les sols. Donc, on peut observer que pour les écosystèmes qu'on retrouve au Québec, c'est-à-dire les forêts tempérées et boréales, la majorité du carbone stocké dans les sols, dans les forêts, excusez-moi, se trouve dans les sols. Donc, on retrouve 50 à 75 du carbone de l'écosystème dans les sols. Ça illustre vraiment l'importance de gérer les stocks de carbone dans ces types de forêts-là. Donc, voici les trois principaux éléments que je souhaiterais que vous reteniez de ma présentation. D'abord, les pratiques de foresterie aident à atténuer les changements climatiques, mais il est vraiment important de s'assurer qu'elles n'affectent pas négativement la capacité des sols à stocker le carbone à long terme. Donc, on veut une situation gagnant-gagnant, où à la fois on récolte le bois de la forêt et on maintient la capacité des sols à stocker du carbone. On doit s'assurer que l'aménagement forestier actuellement pratiqué dans les forêts du Québec contribue à atténuer les changements climatiques et fournit une base durable à l'économie forestière. Ensuite, l'histoire du carbone, c'est avant tout une histoire locale. Donc, ça souligne vraiment l'importance d'avoir des connaissances et une expérience locale pour pouvoir améliorer les pratiques forestières en lien avec le stockage du carbone dans les sols. Et finalement, les micro-organismes jouent un rôle primordial dans l'accumulation et la persistance du carbone dans les sols forestiers.
Donc, maintenant que vous êtes dans le bain du carbone, dans les sols forestiers, j'aimerais rapidement vous présenter quelles contributions je souhaite faire à ces connaissances avec mon projet de doctorat. Donc, mon projet se divise en 3 grands objectifs qui vont chacun faire un chapitre de ma thèse de doctorat. Donc, pour mes 2 premiers chapitres, le site d'études que j'utilise se situe en forêt boréale, à la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval, donc la forêt Montmorency. Pour ceux qui sont moins familiers avec le territoire, la forêt Montmorency se situe au nord de la ville de Québec, dans la réserve faunique des Laurentides. Donc, pour répondre à mon premier objectif de recherche, j'étudie 7 traitements de récoltes forestières à la forêt Montmorency. Les pratiques de foresterie que j'étudie se situent le long d'un gradient d'intensité des récoltes forestières. Donc, de l'intensité de la plus faible à la plus élevée, j'ai d'abord des peuplements témoins, donc c'est-à-dire des forêts qui n'ont pas été récoltées, des coupes partielles au cours desquelles seulement une partie des arbres sont récoltés et des coupes totales où là, presque tous les arbres sont récoltés. Et mon objectif, c'est de mesurer les effets de ces traitements de récolte sur les stocks de carbone du sol, mais aussi sur les stocks de carbone dans le compte chèque et dans le compte épargne là, de ces sols forestiers. En d'autres mots, j'essaie de répondre à la question, est-ce que l'aménagement forestier pratiqué sur ce territoire-là affecte le stockage et la stabilisation du carbone dans les sols? Ensuite, donc la star de mon deuxième chapitre de doctorat, ce sont vraiment les micro-organismes du sol. Donc, en étudiant les mêmes traitements de récolte forestière que pour mon premier chapitre de doctorat à la forêt Montmorency, je vais cette fois mesurer les effets de ces pratiques de foresterie sur les communautés de micro-organismes du sol. Donc, avec ma co-directrice au Centre de foresterie des Laurentides, on a fait toutes sortes d'analyses moléculaires qui nous permettent d'identifier qui sont les micro-organismes présents dans ces sols et quel est leur potentiel fonctionnel. Et donc, les résultats de ces analyses vont aussi me permettre d'identifier les communautés de micro-organismes qui sont associées à un plus grand stockage et à une plus grande stabilité des stocks de carbone dans les sols. Dans le secteur forestier, donc on veut savoir quels seront les stocks de carbone dans les forêts dans le futur. Pour ce faire, il y a des spécialistes qui font ce qu'on appelle de la modélisation, c'est-à-dire qu'ils construisent des modèles qui nous permettent de prédire les stocks de carbone. Donc, c'est la même chose que les prévisions météo. Les météorologues ont besoin d'une banque de données historiques météorologiques pour être en mesure de prédire quel temps il va faire demain. Mais c'est la même chose avec la carbone dans les sols. On a besoin d'une banque de données qu'on va donner à des modélisateurs et qui vont pouvoir ensuite, à partir de ces données-là, construire des prédictions concernant les stocks de carbone du sol en fonction, par exemple, des changements climatiques ou de l'intensification de l'aménagement forestier. Excusez. Donc, l'objectif de mon troisième chapitre, c'est de récolter des données sur les stocks de carbone des sols en fonction d'un gradient de conditions écologiques en forêt aménagée au Québec. Donc, ici, je vous présente une carte préliminaire des sites que je souhaiterais étudier. Donc, je suis encore en discussion afin de confirmer la sélection de ces sites-là. Donc, il y a peut-être des sites qui vont s'ajouter, d'autres qui vont s'enlever, mais l'idée, c'est de couvrir le plus de conditions écologiques possibles en forêt tempérée et boréale au Québec. Et avec toutes ces données-là, je vais être en mesure de faire une méta-analyse afin d'identifier à l'échelle de la province quels sont les facteurs qui favorisent le stockage et la stabilisation du carbone dans les sols. En fonction de ces résultats, il va ensuite être possible de déterminer si l'aménagement forestier qui est pratiqué dans ces secteurs d'études a un effet sur ces facteurs. Donc, si par exemple, un facteur important pour l'accumulation du carbone dans les sols forestiers, c'est la quantité d'oxyde de fer et d'aluminium contenu dans les sols, c'est quelque chose qui est inhérent au sol et qui découle de milliers d'années de formation des sols. Donc, conséquemment, l'aménagement forestier ne peut pas changer ce type de paramètres-là. Mais si c'est plutôt la quantité de bois mort qui est laissée sur les parterres de coupe, là, l'aménagement peut gérer la quantité de bois mort qui est laissée au sol après la coupe forestière. Donc, on vise vraiment à réduire les incertitudes et générer des paramètres locaux concernant le stockage et la protection du carbone dans les sols forestiers. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention, puis je suis disponible si vous avez des questions.